Bon après-midi et bienvenue à cette session concernant le financement national. Je suis avec des panélistes exceptionnels. À ma droite, son Excellence Joyce Ndila Chako, ministre de l'Éducation, des Sciences, de la Technologie et de la Formation professionnelle en Tanzanie. À la fin, nous avons son Excellence Imanzada Mohamed Youssef, qui est ministre de l'Éducation et des Sciences de Tadjikistan. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Nous avons également avec nous le ministre, juste après le ministre Dr Manos Antoninis, directeur du rapport mondial de suivi sur l'éducation. Merci, bienvenue. Prenez place peut-être un peu plus en avant. Parfait. Dr Antoninis, il est directeur donc du rapport mondial de suivi sur l'éducation. À ma gauche, qui vient de rejoindre à nous, Dr Vinod Rao, qui est dans le secteur éducatif pour l'éducation. Le secteur de l'éducation en Koudra. Monsieur Thomas Poulsen, économiste principal à la Banque mondiale. C'est super d'avoir ces panélistes et ces intervenants avec eux. Donc, je mets les choses en perspective avant de passer aux questions. Lorsque nous parlons de financement domestique, nous avons tendance à se concentrer sur le volume. Combien d'argent est-ce que ce pays consacre, par exemple, pour l'éducation? Ce qui est quelque chose qu'on peut comprendre et qui est important pour l'achat de bouquins, de livres, pour les infrastructures, pour payer les salaires. Je me présente, je suis Charles North, directeur général adjoint du partenariat mondial pour l'éducation au DPI. Au DPI, nous avons dit qu'il faut que les gouvernements allouent 20% de leur budget à l'éducation. Mais pour catalyser cette transformation du système éducatif, nous devons regarder au-delà du volume du financement pour considérer comment est-ce que ces ressources sont-elles utilisées. Et donc, l'équité et l'efficacité sont les deux autres piliers du financement domestique. Équité veut dire ou bien reflète l'importance de la distribution des ressources afin de pouvoir satisfaire les besoins des plus marginalisés. L'efficacité, par contre, c'est regarder à quel point les ressources sont-elles utilisées de façon efficace. Un tiers des expenditures, des expansions sur l'éducation ne sont pas utilisées de façon adéquate parce que vous pouvez voir à travers cela l'importance du sujet abordé aujourd'hui. Parlons tout d'abord de l'équité. Les gouvernements ont différentes perspectives, différentes approches pour alléger la pauvreté ou plutôt l'impact de la pauvreté et l'impartialité, les inégalités de genre et aussi les vulnérabilités. Une approche a été adoptée pour regarder, soutenir les écoles au rapport ou au regard du nombre des élèves qui vont dans cette école par district ou par région. Madame la ministre, quand est-ce que la Tanzanie a décidé d'allouer du financement pour les écoles et comment est-ce que cela se reflète avec en termes d'équité en Tanzanie? Nous avons introduit en 2001 pour les écoles primaires des plans de développement éducatif pour les écoles secondaires. Ça a été introduit en 2005. Donc, nous avons introduit la planification dans le programme, la planification de l'éducation secondaire. Cela a permis de faciliter et d'améliorer les résultats d'apprentissage et aussi de fournir un environnement plus propice à l'éducation, surtout pour les élèves dans les régions marginalisées et lointaines. Parce que avant ce programme, les écoles ne recevaient aucun financement. Et donc, l'introduction
de ce programme a permis d'autonomiser d'abord les enseignants qui, par exemple, sont capables maintenant de s'approvisionner et d'acheter des matériels d'apprentissage. Et donc, la capitation aussi prend en considération également aujourd'hui le nombre d'élèves dans chaque école pour faciliter l'équité. Nous avons plusieurs écoles qui, par exemple, reçoivent un plus grand nombre d'argent que d'autres écoles dans d'autres régions de la Tanzanie. Merci beaucoup. Donc, quels sont les défis auxquels vous avez fait face en appliquant ce programme de donation? Et quels changements vous avez fait afin de pouvoir réaliser plus d'efficacité? Comme j'ai dit, les subventions forfaitaires ont été données en fonction du nombre des élèves dans chaque école. Et lorsque nous avons mis en place ce programme, nous n'avons pas précisé un nombre minimum d'élèves par école parce qu'il y a des besoins différents pour les petites classes comparées aux grandes classes. Donc, il y a certaines classes qui comprennent 20 élèves et il y a d'autres classes qui comprennent 100 élèves. Et si nous sommes capables de donner des subventions en fonction du nombre d'élèves, sans donner un nombre minimal d'élèves par classe. C'est pourquoi nous n'étions pas en mesure de réaliser l'équité. Et donc, c'était un programme, quand j'ai dit qui a été lancé en 2001. Et nous avons gardé le même montant pour les années à suivre. Et vous pouvez dire que le montant qui a été fourni n'était pas en mesure de permettre de répondre aux besoins qui étaient présents. Et donc, nous avons annulé toutes les contributions obligatoires dans les écoles primaires, ce qui nous a permis d'avoir un accès aux élèves et aux enfants dans les régions lointaines et marginalisées. Et donc, nous avons pu mettre les ressources dans l'éducation. Il y a l'argent, mais parce que c'est gratuit, ou bien parce que l'éducation n'est pas gratuite, il y a parfois une absence de continuation du parcours scolaire des élèves. Et la mentalité, c'était que lorsque le gouvernement dit « voilà, nous fournissons l'argent », c'est que même ceux qui sont capables de contribuer refusent de le faire parce que le gouvernement est en charge de fournir les montants requis. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Monsieur le ministre Imam Zada, nous avons entendu la perspective de la Tanzanie en ce qui concerne les subventions forfaitaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fonction de vos... Même question que je pose pour votre pays, et quels sont les défis que vous avez rencontrés? Chers amis, chers collègues, c'est un honneur pour nous de faire partie de ce panel et de vous donner un aperçu de l'expérience de Tadjikistan en ce qui concerne les mécanismes de subvention forfaitaire par élève dans les écoles primaires. La décision d'introduire ce mécanisme a été prise par le gouvernement au début des années 2000. À ce point, il y avait un manque d'efficacité en ce qui concerne les subventions fournies aux écoles primaires. L'inefficacité de l'allocation des ressources était due
au fait que les allocations étaient faites sans prendre en compte le nombre des élèves. La dépense était inefficace parce qu'il y avait un grand nombre de petites classes et il y a excessivement beaucoup de matière à apprendre, d'apprentissage à donner. Et donc, notre devoir n'était non seulement d'attirer de nouvelles subventions pour l'éducation, mais aussi comment utiliser les ressources de financement dans les écoles de façon efficace et de façon visée. Et donc, ce mécanisme pouvait répondre à ces défis-là. Au cœur de notre réforme était la transition de ce qu'on appelle la méthode input vers une formule qui calcule l'importance et la proportionnalité par élève, ce qui a été approuvé par le ministère de l'Éducation du pays. Le principe de ce nouveau système de financement, c'était d'avoir des financements, des subventions basés sur le nombre d'élèves. C'est une approche très importante, un aspect très important de cette subvention forfaitaire. Aussi, avoir un budget et avoir un contrôle de l'exécution du budget calculé sur le financement par capita. Nous avons plus que 90% du coût qui est calculé par habitant, y compris d'autres services et d'autres expansions, d'autres dépenses. Seulement les dépenses capitales étaient au cœur de nos mécanismes d'expenditure. En général, on peut dire que cette réforme au Tadjikistan a été réussie. Merci beaucoup. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation, M. Manoz, se base sur l'analyse de données, aussi les politiques sociales et voir en quelle mesure sont capables de répondre aux besoins des élèves. Nous avons entendu parler de ministres des subventions forfaitaires. Quel autre impact ces subventions peuvent-elles avoir? Merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel. Je suis vraiment c'est vraiment très intéressant d'écouter les expériences des uns et des autres. Sur l'agenda de 2015, il y a un focus central sur l'équité. Et bien sûr, il y a plusieurs différentes façons d'améliorer la situation sur le terrain. Le financement est seulement l'un de ces moyens d'amélioration. Mais nous n'avons pas encore vraiment analysé de façon efficace toutes les façons par lesquelles cela peut se passer. Nous avons regardé 4 canaux différents. Tout d'abord, le gouvernement central, lorsqu'ils allouent des ressources aux districts, aux régions, et puis après ces régions décident quoi faire de ces ressources. C'est important que les régions soient choisies sur la base de leurs besoins, ce qui n'arrive pas toujours. Et donc 1 sur 2 pays seulement, selon nos estimations, le fait. Sinon, cela pour dire que nous avons besoin de travailler, d'améliorer l'équité. Aussi, les gouvernements sont en train d'allouer des forfaits aux écoles directement, comme nous avons entendu parler que l'exemple du Tadjikistan. Troisièmement, lorsque les pays se concentrent sur les élèves et prennent en considération leurs besoins. Ici, nous voyons plusieurs exemples où les gouvernements sont en train de donner des bourses d'études
Au fait, ça c'est très important et nous oublions toujours le budget social parce qu'il y a plusieurs mécanismes de dépenses gouvernementaux qui peuvent avoir une grande influence sur l'éducation. Et c'est quelque chose que souvent les ministres des éducations oublient. En addition à ces 4 mécanismes, nous devons voir à quel point elles sont holistiques, elles sont compréhensives et donc à quel point elles sont profondes, combien d'écoles nous pouvons accéder, à combien d'écoles nous pouvons accéder. Nous avons trouvé que 1 sur 5 pays à moyen ou bas revenus sont en train de fonctionner comme il faut à ce niveau. Et ça, ce n'est que la surface, parce qu'il y a plusieurs autres aspects reliés à, par exemple, la façonnage des systèmes éducatifs, leurs points forts, leurs points faibles, aussi les points faibles du programme. Nous avons aussi plusieurs partenaires et lorsque le programme est terminé, dans certains pays, tout se termine. La Tanzanie est un bon exemple. Ils ont parlé de 20 ans, mais aussi il y a des difficultés financières à ce niveau. Donc, ce sont les fonctions, les facteurs importants. Et le point sur lequel je voudrais me concentrer, c'est que ce sont les dépenses des gouvernements et il ne s'agit pas là des dépenses des familles. Le rapport que nous avons lancé dans cette conférence couvre 2 aspects principaux. D'abord, c'est une théorie, mais en pratique, nous n'avons pas assez d'évidence de qui profite de ces forfaits et de ces allocations. Nous avons aussi des statistiques très importantes qui montrent qui profite de ce soutien. Et là, nous voyons des exemples de pays qui n'offrent rien du tout pour améliorer l'inégalité et d'autres pays qui arrivent à réaliser leurs objectifs et d'autres aussi pays qui donnent beaucoup de ressources mais qui ne sont pas visés. Ces ressources ne sont pas visées. Mais nous nous sommes surtout concentrés sur les pays à bas ou moyen revenu. 39% des dépenses éducatives viennent des ménages. Et parfois, c'est bien d'avoir les riches d'allouer des ressources pour l'éducation et de partager ce fardeau. Mais parfois aussi, il y a les familles à moyen revenu qui le font. Et nous avons trouvé que 8% des familles sont obligées de prendre des prêts pour avoir ces dépenses, pour pouvoir dépenser. Il y a donc un besoin d'un mécanisme d'apprendre des uns et des autres. Comment les autres pays font-ils? Comme par exemple la santé, la couverture de santé dirigée par la Banque du Monde. Et dans l'éducation, on a besoin d'une chose pareille, comme dans les services de santé, par exemple. C'est quelque chose qui peut être avantageux. Et il faut surtout compter sur le dialogue entre les pays pour profiter de cela. Merci beaucoup, Manus. Nous allons bien sûr regarder et lire ce rapport et nous allons aborder cette possibilité dans des discussions futures. Je pense que c'était une très bonne idée. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'efficacité. Discutons de l'efficacité. Dr. Rob, quel genre d'inefficacité qu'est-ce qu'il est demandé pour aborder ce financement domicile? Qu'est-ce que vos données montrent? Où sont les besoins pour faire face aux défis pareils dans l'éducation? Comme la plupart des pays en développement, nous avons 2 types d'écoles. Nous avons 1,6 million d'écoles primaires comparé à moins d'écoles en Chine, pourtant avec une plus grande population. Dans Gujarat, la région où je vis, nous avons 40 000 écoles. Quelques 12 000 de ces écoles ont moins de 60 élèves. Et lorsque nous avons effectué l'analyse, nous avons trouvé que 50% de nos écoles n'ont que 20% d'élèves. Cette crise offre une opportunité, celle de se concentrer sur les 50 autres écoles qui ont un plus grand taux de scolarisation. Et donc, nous travaillons sur la consolidation des écoles qui est nécessaire pour assurer l'efficacité dans le système. Et donc, depuis 3 ans, nous travaillons sur 3 initiatives en cette direction avec le système de participation et de présence à l'école, un système en ligne, les systèmes d'évaluation aussi centralisés et
pas à pas, nous nous sommes dirigés vers plus d'efficacité dans le système, aussi dans les programmes. Quand il s'agit de l'éducation scolaire, plus de manque un déficit de ressources, donc il y a un manque de ressources. Et nous avons besoin de travailler, de faire plus d'efficacité avec moins de ressources. Donc, nous avons besoin ici de commencer par regarder le déficit dans le gouvernement. Dans l'éducation scolaire, il est très important de prendre les bonnes décisions. L'éducation est le secteur le plus politisé dans le monde. Il est encore plus politisé que le développement durable, que la subvention et que la santé. L'éducation peut avoir plusieurs oppositions de beaucoup de parties prenantes dominantes et inspirantes et influentes. Mais lorsque nous discutons la mobilisation de ressources et comment ajouter de ressources dans ce secteur, nous devons commencer par combler les écarts et de prendre les bonnes décisions au lieu de prendre les décisions convenables. Et lorsque nous faisons cela, nous pouvons graduellement arriver à une politique convenable pour l'éducation. Et donc, pour accomplir cet objectif, nous avons travaillé avec la Banque mondiale. Nous avons pu avoir un projet d'un milliard de dollars qui se concentre sur les grandes écoles. Les 50% des écoles fonctionnaient en fonction aujourd'hui en faisant de ces écoles publiques 20 000 écoles publiques meilleures que celles du secteur public, que les écoles privées, pardon. Et donc, nous avons 420 000 écoles avec un nombre minimal d'élèves et nous avons 12 000 écoles avec moins de 60 élèves. Et donc, c'est pourquoi nous avons des écoles avec 1 ou 2 enseignants seulement ou bien 1 ou 2 classes seulement. Donc, ce travail de consolidation est nécessaire pour non seulement améliorer l'efficacité, mais également avoir un déploiement, un recrutement d'enseignants et de professeurs et de ressources. Et c'est la Banque mondiale qui va nous aider à réaliser cela dans les quelques années prochaines. C'est quelque chose d'impressionnant, vraiment. Thomas, je me retourne vers vous maintenant. Nous avons entendu parler Dr. Hall. Il a abordé les défis et maintenant nous vous demandons de nous dire pourquoi est-ce que le financement est important. Qu'est-ce que vous avez appris des initiatives pilotes? Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici présent avec vous. Et je sais très bien que lorsque nous avons tendance à parler de la gestion du financement public, c'est quelque chose qui n'est pas très intéressant. C'est quelque chose qui, par exemple, n'a rien à voir avec le système d'éducation. C'est peut-être le ministère des Finances qui devrait prendre en compte de ces règles et régulations du financement, les fondements de ce que le ministère d'éducation devrait ou ne devrait pas faire. Nous avons l'impression que cela n'est pas bon et que les 2 ministères ont un rôle très important à faire avec le PMF et ses opérations. Et donc, nous avons commencé ce travail que nous sommes en train de faire maintenant avec Uchuva. Nous avons donné des projets pilotes à Myanmar, au Laos et en Afrique du Nord avec quelques hypothèses. D'abord, nous savons, d'après la recherche, que dépenser plus ne veut pas nécessairement dire avoir de meilleurs résultats. Peut-être cela va réduire les retours sur investissement. Et nous savons également qu'il y a de moindres évidences de ce que
de ce qui a été fait pour garantir les résultats de l'éducation à travers une augmentation des dépenses ou bien des financements. Nous avons pu avoir un seul rapport de l'Afrique du Sud qui comprenait des détails et qui disait qu'il y a une corrélation entre un financement qui a abouti à une augmentation de 2,2% des élèves qui vont quitter l'école. Et donc, nous avons trouvé que c'était vraiment intéressant. Et donc, ce que nous avons fait maintenant, c'est que nous avons développé des outils de gestion de financement qui regardent, qui étudient les moteurs de financement, qui sont bien sûr les élèves, et qui regardent aussi les établissements, les élèves, les enseignants. Et nous avons essayé de relier ça au cycle de financement, à la libération de fonds et donc, pour voir si nous pouvons voir une certaine corrélation entre ce que la gestion de financement public, du cycle du financement public peut être. Je ne vais pas mentionner des pays, mais un des pays où nous avons fait des recherches, nous avons trouvé que les derniers financements voulaient dire que les salaires arrivaient en retard aux enseignants. Et donc, ces enseignants arrêtaient de venir au travail les 4 derniers jours du mois parce qu'ils étaient en train d'avoir un autre travail, comme par exemple être des chauffeurs de taxi, etc., pour avoir des revenus. Et donc, si les enseignants ne sont pas dans les classes, 20% des fois, cela va avoir bien sûr un effet sur les résultats de l'enseignement. C'est l'un des exemples importants. Un autre exemple, c'est que nous avons vu que la fournaison en termes d'investissement dans les capitaux, en termes de livres, etc., donc l'approvisionnement. Donc, le retard dans les financements, dans les fonds dans certains pays veut dire que les ministères de l'Éducation et les responsables dans ces régions devaient dépenser leur propre argent afin d'offrir un crédit au gouvernement pour pouvoir faire l'achat de livres avant que les fonds soient donnés par le gouvernement. Ce qui veut dire qu'il y avait 3 ou 4 mois où il y avait une extrême inefficacité parce qu'il y avait un manque de livres et donc il y avait un manque de matériel, ce qui avait un impact énorme sur la venue déjà des élèves à l'école et l'approvisionnement qui peut être donné ou fait à ces élèves. Donc, ce sont peut-être de petits points, un retard de quelques jours, tous les mois, tous les ans, a vraiment un impact. Et maintenant, nous avons commencé à le reconnaître, à le savoir. Et pour terminer, quelque chose que nous savons, c'est que nous dépensons 1,2 à 1,3 trillion de dollars sur l'éducation à l'échelle mondiale. Et si nous pouvons améliorer l'efficacité seulement à 1% dans le monde, ceci va avoir un impact énorme. Et là, il ne s'agit pas d'avoir plus d'argent pour l'école, pour les éducations. C'est juste regarder comment est-ce qu'on peut utiliser de façon plus efficace ces fonds qui sont approvisionnés. Et j'espère que nous allons pouvoir partager cette expérience avec vous tous. Anlis, merci beaucoup. Nous avons entendu parler de l'équité, les leçons. Et maintenant, nous tournons vers la collection de données et la perspective que l'éducation globale est intéressante, aussi avec quelques rapports que vous avez sortis. Et donc, nous allons aussi étudier, voir l'enseignement de collègue à collègue. Aussi, nous allons entendre parler quelques exemples d'autres projets qui sont réalisés et donc l'analyse qui a été faite. Nous avons entendu tous parler et nous avons tous appris ces expériences qui pourraient avoir un grand impact. Donc, sur ce, nous remercions le public, nous remercions les panélistes et nous vous souhaitons une bonne suite de journée.